Petit 5, relation d'indétermination de Heisenberg. Ce que l'on va présenter dans ce paragraphe sera vrai pour deux observables quelconques, pas forcément x et px. Il va s'agir de calculer la relation entre deux écarts-types de deux observables quelconques. On va définir précisément ce que l'on entend par là. Petit a, théorème. Soit deux observables quelconques A et B, dans un espace quelconque, pas forcément l'espace des états de position, ceci est vrai de manière totalement générale, on a la relation suivante. Bras psi, l'opérateur A au carré 4 psi, fois le bras psi, l'opérateur B au carré 4 psi, est supérieur ou égal au quart du modulo carré du bras psi commutateur AB 4 psi. Démonstration. C'est très facile à montrer, il y a une analogie directe avec le théorème de Cauchy-Schwarz dans les espaces vectoriels, qui nous dit que le module du produit scalaire est inférieur au module du produit des normes. On va commencer en définissant un vecteur d'état psi', qui va résulter de l'action de l'opérateur A plus I lambda B sur le vecteur d'état psi. La norme de psi' doit être positive par définition, donc la norme au carré de psi' doit être positive, et donc bracket psi' supérieur ou égal à 0. Or, par définition de psi', on a donc que le bras psi' égale le bras psi appliqué à l'adjoint de A moins I lambda l'adjoint de B. Et puisque A et B sont des observables, ce sont des opérateurs auto-adjoints, donc A égale A croix et B égale B croix. Et on a donc bras psi' égale bras psi appliqué à A moins I lambda B, soit l'égalité suivante. Et puisque le bracket psi' supérieur ou égal à 0, on a également que cette expression est supérieure ou égale à 0. On développe. On reconnaît ici le commutateur entre A et B, et l'on peut donc réécrire cette expression. On a ici une inéquation du second degré où lambda joue le rôle de x, et les valeurs moyennes ceux des coefficients. Note, on pourrait avoir l'impression que le terme I lambda fois la moyenne du commutateur entre A et B est un complexe, mais c'est un réel. En effet, on a que le commutateur entre A et B croix égale AB moins BA croix, égale B croix A croix moins A croix B croix, égale BA moins AB, égale moins le commutateur entre A et B. Donc le commutateur AB n'est pas une observable, ce n'est pas un opérateur hermitien ou auto-adjoint, c'est un opérateur anti-hermitien, et donc ces valeurs se transforment en leur opposé quand on prend le conjugué. Et un nombre qui se transforme en son opposé quand on prend son conjugué est un imaginaire pur. Et donc cette valeur moyenne est un imaginaire pur. Donc fois i, c'est bien un réel, tout va bien. Donc on a une équation du second degré qui doit être tout le temps positive, ce qui implique qu'il n'y a pas de racine. En conséquence, il faut que le discriminant b carré moins 4ac soit négatif, soit la relation suivante. Et on retrouve bien la relation que l'on voulait démontrer. Ce résultat est complètement général, on n'a rien dit sur ce qu'étaient A et B, on a juste eu besoin que A et B soient des observables pour pouvoir écrire que A égale A croix et que B égale B croix. Mais dès lors que l'on a deux opérateurs, on peut définir un vecteur de cette façon, et un vecteur ayant une norme positive, il en découle automatiquement le théorème que l'on vient de démontrer. Et l'on va voir tout de suite la conséquence fondamentale de ce théorème. Petit b, conséquence fondamentale. On va s'intéresser à l'écart-type des mesures d'une observable A. On a une certaine observable correspondant à une grandeur physique, on la mesure, et soit le système est dans un état propre de cette observable, et l'on est sûr d'obtenir la valeur propre associée, soit le système n'est pas dans un état propre de cette observable, et l'on obtient l'une des valeurs propres avec comme probabilité associée le modulo carré du produit scalaire de l'état sur l'état propre. Et la moyenne des valeurs de A est la somme des AI fois la probabilité de l'obtenir, et donc la moyenne de A égale bras psi, opérateur A 4 psi. Maintenant, on se demande l'écart-type des valeurs que l'on va obtenir. On va noter cet écart-type sigma A, et donc par définition de l'écart-type, sigma A au carré égale la somme sur I des AI moins la moyenne de A au carré fois la probabilité de AI. On développe le carré et on remplace la probabilité par ce qu'elle vaut. Par linéarité, on peut insérer la somme à l'intérieur du bracket psi et distribuer les quais de bras AI. On peut découper la somme pour clarifier un peu les termes. On a ici trois moyennes d'opérateurs que l'on peut réécrire moyenne de A carré moins 2 fois la moyenne de A au carré plus la moyenne de A au carré. Et donc, sigma A au carré égale la moyenne de A carré moins la moyenne de A au carré. Note. Ce terme est bien la moyenne de l'opérateur A au carré, puisque A s'écrit dans la base des AI, qui est la base de ces vecteurs propres, comme une matrice diagonale avec sur la diagonale les différents AI. Ce terme-ci vaut 2 fois la moyenne de l'opérateur A au carré, puisque A égale la somme sur I des AI quais de bras AI. Et ce dernier terme est la somme des quais de bras AI qui vaut l'identité, et la moyenne de l'opérateur d'identité c'est 1, fois la moyenne de l'opérateur A au carré, donc simplement la moyenne de A au carré. On reconnaît une propriété bien connue, le carré de l'écart-type d'une série de valeurs est la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne.
On vient de le retrouver dans un contexte quantique, entre guillemets, mais c'est exactement la même chose. Donc on vient de montrer que pour tout observable A, on a sigma A au carré égale bra psi, delta A carré cap psi, où l'opérateur delta A vaut A moins la moyenne de A fois l'identité. Et donc pour un observable B, on aura la même chose. Maintenant, on va appliquer notre théorème pour l'observable delta A, parce qu'évidemment, delta A est une observable. Si A est une observable, delta fois A est aussi égal à son adjoint, puisque l'adjoint de delta A, c'est A moins la moyenne de A fois l'identité, croix. La moyenne de A est un nombre réel, puisque A est hermitien, et l'adjoint de l'identité, c'est l'identité. Et donc, delta A, c'est delta A, croix. Donc c'est une observable aussi. Donc tout ce que l'on a fait avec des opérateurs A et B quelconques est vrai aussi pour des delta A et des delta B. Donc le théorème que l'on a vu implique que sigma A carré fois sigma B carré est supérieur ou égal au quart du modulo carré de la moyenne du commutateur entre delta A et delta B. C'est juste l'application du théorème. Sauf que ce commutateur est en fait le commutateur de A et B. En effet, par définition d'un commutateur, on a ceci, qui est égal à A moins la moyenne de A fois B moins la moyenne de B, moins, entre parenthèses, B moins la moyenne de B, fois A moins la moyenne de A. Et maintenant, il suffit de développer, et on voit que tout se simplifie et qu'il reste le commutateur AB. Et donc, le quart du modulo carré de la moyenne entre delta A et delta B est égal au quart du modulo carré de la moyenne du commutateur entre A et B. On prend les racines, on n'a que des nombres positifs et la fonction racine carrée étant strictement croissante. Ceci est vrai quel que soit l'observable, quel que soit le système, quel que soit l'espace des états, ceci sera toujours vrai. Si l'on fait une mesure de A et de B sur un même système dans un état psi quelconque, l'écart type des valeurs attendues pour la grandeur A fois l'écart type des valeurs attendues pour la grandeur B est plus grand que la moitié du module de la moyenne du commutateur. Ce qui a des conséquences importantes, que l'on appelle la relation d'indétermination, que l'on appelle parfois, à nouveau pour des raisons historiques, la relation d'incertitude d'Heisenberg, ou même parfois principe d'incertitude, ce qui est encore pire, puisque ce n'est pas du tout un principe, on l'a démontré, c'est la conséquence triviale du formalisme quantique, qui découle du fait que l'on peut faire des combinaisons linéaires entre états, et donc que tous les états n'ont pas une valeur bien définie des grandeurs, etc. Donc ce n'est certainement pas un principe, c'est une relation qui relie l'écart type sur A et l'écart type sur B. Cette relation nous dit que l'on ne peut pas savoir précisément à la fois la valeur de A et la valeur de B. Le problème est que le terme incertitude donne l'impression qu'il existerait des valeurs de A et des valeurs de B pour le système, mais qu'on n'en est pas sûr. Non, le point clé, c'est qu'il n'existe pas de système ayant à la fois une valeur bien définie de A et une valeur bien définie de B. Ce n'est pas qu'on ne les connaît pas, ce n'est pas que l'on est un peu incertain, c'est qu'il n'y a pas de valeur. Et ça, on l'a déjà vu 1000 fois. Tous les états du système n'ont pas des valeurs bien définies de certaines grandeurs. Par contre, rien n'empêche de faire une mesure des grandeurs sur les systèmes, mais du coup, si le système n'a pas une valeur bien définie, évidemment, la valeur que l'on va trouver n'est pas déterminée à l'avance. Ce serait peut-être encore mieux d'appeler cette relation d'imprédictibilité, parce que c'est exactement de ça dont il s'agit. On a un système dans un certain état, et on mesure A. Si le système est dans un état propre de A, alors la prédictibilité est absolue. À coup sûr, on trouvera la valeur propre correspondant à l'état. Si le système est dans l'état quête AI, à coup sûr, on obtiendra AI comme valeur. Et si on en répète 1 million de fois la mesure, on trouvera 1 million de fois AI. Et quelle sera la moyenne? AI, bien sûr. Avec quel écart type? Ce sera 0. L'écart type sera strictement nul, puisqu'on obtiendra à tous les coups AI. Maintenant, s'il existe une grandeur B qui ne commute pas avec A, cette relation doit être vraie. Et donc, si sigma A vaut 0, par conséquent, sigma B vaut entre guillemets l'infini. C'est fort. C'est-à-dire que la prédictibilité de B est totalement nulle, puisqu'on en a un écart type qui tend vers l'infini. Donc pour un état qui va être une superposition des quêtes AI, et qui auront chacun une valeur de A qui est à peu près un certain AI, avec un petit écart, c'est-à-dire que de temps en temps on va trouver un peu plus, de temps en temps un peu moins, mais enfin l'écart type sera petit, on peut imaginer par exemple une représentation de ce type de la distribution des valeurs possibles. Alors à ce moment-là, on a un petit sigma A, et du coup cette relation nous dit que l'on a nécessairement un très grand sigma B, suffisamment grand pour vérifier cette relation. Donc si l'on a deux grandeurs physiques qui ne commutent pas, si on en a une bonne prédictibilité de l'une, donc un écart type petit, une mauvaise prédictibilité implique que l'on a un écart type très grand, donc il n'y a pas tellement plus de chances de tomber à un endroit qu'un autre. L'écart type mesure la prédictibilité du résultat de la mesure. Donc ce que cette relation nous dit, c'est que si l'on a deux grandeurs physiques qui ne commutent pas, il y aura une limite à la prédictibilité du résultat des mesures de l'une et de l'autre. Si l'on peut bien prédire l'une, alors l'autre est extrêmement incertaine. C'est inhérent à la structure de l'espace des états, et cela implique en particulier qu'il n'y a pas d'état qui serait à la fois état propre pour A et pour B, puisque si l'on avait un état qui était état propre des deux grandeurs, alors cet état aurait une valeur bien définie de l'une et de l'autre grandeur.
Et donc, si l'on faisait une mesure, l'écart type pour chacune des grandeurs serait 0, mais 0 fois 0, ça fait 0. Et donc, ce n'est pas possible. Et donc, ce n'est possible que si le commutateur est nul. Donc, quand les deux opérateurs commutent. Petit c, diagonalisation conjointe. Si A et B commutent, c'est-à-dire si leur commutateur est nul, alors il existe une base de vecteurs propres communs, c'est-à-dire que l'on peut diagonaliser les matrices A et B dans la même base. Donc si A et B ont une base commune de vecteurs propres, quelle est la représentation de A dans cette base? Ce sera une matrice diagonale, pareil pour B. Évidemment, par commutativité de la multiplication, A égale BA, donc le commutateur de AB égale 0. Donc s'il y a une base de vecteurs propres communs, et donc que l'on peut diagonaliser les deux matrices dans la même base, bien évidemment ils commutent. La réciproque du théorème est un tout petit peu moins trivial, mais c'est très simple aussi. Et s'il existe une base des vecteurs propres communs, alors il existe des états qui ont à la fois une valeur bien définie de A et de B, qui sont justement tous les vecteurs de cette base. Tous les vecteurs qui sont à la fois vecteurs propres de A et B ont une valeur de A et de B bien définie. Si l'on est dans un de ces états-là, mesurer A donnera à coup sûr la valeur correspondante de A, et mesurer B donnera à coup sûr la valeur correspondante de B. Et donc le sigma A sera nul et le sigma B sera nul. Et dans ce cas, effectivement, on voit que cette relation ne peut être vraie que si le commutateur entre A et B égale 0. On dit dans ce cas-là que les observables sont compatibles. Sinon, on dit qu'elles sont incompatibles. Question. Est-ce que dans ce cas, la mesure de A fixe automatiquement B? Pas forcément, parce que pour des valeurs A1, A2, A3 égales, par exemple, on pourrait avoir des valeurs B1, B2, B3 différentes. Donc non, ce n'est pas nécessaire. Par contre, chacun de ces vecteurs propres de cette base commune auront une valeur bien définie de l'un et de l'autre. Et l'on a vu précédemment que l'observable position et l'observable quantité de mouvement, ou impulsion, ne sont pas compatibles. Il n'existe pas de vecteur propre, donc d'état physique, qui aurait à la fois une prédictibilité parfaite de la position et une prédictibilité parfaite de l'impulsion. Ça n'existe pas, puisque x et p ne commutent pas. Ceci dit, on avait déjà vu qu'il n'existait pas d'état de position ayant une position bien définie, puisque les quêtes x ou r en 3 dimensions et les quêtes p n'appartiennent pas à l'espace des états. Donc de toute façon, il n'y a pas d'état ayant une position ou une impulsion bien définie en physique. Mais on peut s'approcher, on pourrait avoir un état qui est presque à coup sûr en un point bien précis, mais à ce moment-là, si on arrive à fabriquer un état comme ça, et il y en a partout autour de nous, tous les objets qui nous entourent sont presque à coup sûr à leur place, alors sa quantité de mouvement est mal connue, et on va l'écrire tout de suite avec un exemple. Petit d, exemple. On a vu que le commutateur entre x et px égale IH bar fois l'identité. Par conséquent, et c'est immédiat, sigma x, sigma p est supérieur ou égal au module de IH bar sur 2. Donc, si la position est très bien prédictible, c'est-à-dire avec un petit écart type, alors l'impulsion est très mal prédictible, et inversement. On rappelle que l'état P, celui qui correspond à la fonction d'onde, si on lui applique l'opérateur P, on va obtenir la valeur P. Il n'y a qu'un seul P ici. Le P est bien défini dans cet état-là. Alors encore une fois, ce n'est pas exactement un état physique, parce qu'il n'appartient pas à l'espace des états, mais on peut s'en approcher très très près, et cet état, ce quête généralisé, a une impulsion parfaitement bien définie. Donc si on mesure l'impulsion P du système sur cet état-là, état généralisé, on va trouver P. Maintenant, si l'on veut mesurer la position sur ce même état, donc la fonction d'onde est toujours la même, quelle est la densité de probabilité de trouver x entre x et x plus dx? C'est tout simplement le modulo carré de oméga p de x dx, soit 1 sur racine de 2πh bar dx. On retrouve bien sûr que si l'on fait la somme de toutes ces probabilités de moins l'infini à plus l'infini, on trouve l'infini. Voilà pourquoi ce ne sont pas des vrais états. Mais le point clé ici est que cette densité de probabilité est indépendante de x. Donc il y a exactement la même chance de trouver x n'importe où. Ça ne dépend pas de x. On a une incertitude absolue sur x. Il n'y a pas un seul endroit dans l'univers où cette fonction d'onde, ou disons une fonction qui tendrait vers cette fonction d'onde, parce que ce n'est pas tout à fait une vraie fonction d'onde dans l'espace des états, il n'existe aucun endroit dans l'univers où il y a une probabilité de trouver la particule plus grande qu'ailleurs. C'est totalement indépendant de x. Normal, puisque l'on doit avoir cette relation, qui implique que si l'on connaît bien P, on ne peut pas du tout connaître x. On doit avoir un écart type infini. Et inversement, si l'on est dans l'état quête x, encore une fois, dans un état qui tend vers cet état qui n'est pas un vrai état physique, alors la position est bien définie en x, mais la quantité de mouvement peut être absolument n'importe quoi. Donc on voit, pour faire une analogie, que cette égalité est ce qu'on appelle une onde plane. Donc la partie réelle est un cosinus, la partie imaginaire est un sinus. On a bien précisément l'impulsion, vous savez à quelle vitesse se déplace cette onde bien précise. Par contre, où elle est? Partout. Elle n'est pas localisée. Et si l'on veut se localiser en x, alors vous allez vous délocaliser entre guillemets en p, en impulsion. En tout cas, on aura toujours cette relation, quel que soit a et b, et par conséquent, en particulier pour l'impulsion et la position, puisque le commutateur vaut ceci. Voilà la relation d'incertitude d'Heisenberg pour la position et l'impulsion. Note. Une petite chose, ce nombre-là, h bar, est minuscule. Dans les unités standards, en joules seconde,
c'est 6 fois 10 puissance moins 34. Donc en pratique, on peut avoir un sigma x et un sigma px très prédictibles à notre échelle. Si l'on dit cet objet-là a d'énormes chances d'être ici, il a aussi d'énormes chances d'être au repos. Si l'on mesure sa vitesse et sa position, en gros, il est là à vitesse nulle. Mais donc ici, en ordre de grandeur, on a 10 puissance moins 34, donc on pourra avoir un 10 puissance moins 17 et ici, il y a un 10 puissance moins 17 là par exemple. Donc voilà pourquoi on ne l'avait jamais remarqué. Mais il n'empêche, c'est là, fondamentalement, il n'est pas possible d'être parfaitement défini en un point avec une vitesse parfaitement définie. 10 puissance moins 34 est minuscule à notre échelle. Donc tant qu'on travaille avec des objets macroscopiques et que l'on mesure des positions à mieux qu'un nanomètre près, même pas d'ailleurs, on est bien au-delà du nanomètre là, tant qu'on mesure des choses à nos échelles standards, cet effet-là est complètement négligeable. Mais il est là, et quand on regarde les particules élémentaires, il se voit.